Bonjour, voici une vidéo qui récapitule quelques points intéressants par rapport à la gestion des événements à l'aide de JavaScript. Je vous rappelle que JavaScript est un langage de programmation qui permet de programmer de l'interactivité. Par interactivité, on entend le fait, enfin notamment bien sûr, pas seulement, mais par interactivité, on entend le fait de pouvoir réagir à des actions que l'utilisateur ou que le système déclenche. Les actions que l'utilisateur peut éventuellement déclencher, eh bien, c'est par exemple cliquer sur un élément et ça change éventuellement quelque chose dans l'interface, ou encore saisir du contenu dans un formulaire, ou que sais-je, il y a des tas d'actions que l'utilisateur peut faire. Chaque fois qu'un utilisateur réalise une action, eh bien, cette action produit un événement que nous pouvons écouter à l'aide de notre script JavaScript et prévoir alors une fonction qui va réagir à cet événement de façon appropriée. Et une des questions importantes que l'on est amené à se poser, c'est d'être informé à l'intérieur de la fonction que nous avons écrite, de l'identité de l'objet sur lequel, de l'élément de l'interface sur lequel l'événement, vis-à-vis duquel l'élément vient de se produire. Donc par exemple, si je suis en train d'écrire dans un champ de formulaire, je peux être intéressé de savoir quel est le champ de formulaire qui est concerné. Si je clique sur un élément dans l'interface, eh bien je peux être intéressé de savoir quel est l'élément qui est également concerné. Donc cette question n'est pas absolument triviale parce que nous disposons de différents moyens de nous informer justement sur l'événement et sur sa cible. Et utiliser un moyen plutôt qu'un autre ne donne pas toujours les mêmes résultats. Et puis, la manière avec laquelle les événements se propagent dans la page n'est pas non plus toujours la même. On peut la configurer. Et donc, ce sont ces points-là que je vais essayer de vous expliquer un petit peu. Donc, j'ai ici une arborescence qui est extrêmement simple. Donc mon DOM n'est vraiment pas compliqué, j'ai mon document euh, qui est ici, donc qui est accessible en JavaScript via l'objet document évidemment. À l'intérieur de celui-ci, j'ai placé une table, et puis dans cette table, j'ai une ligne qui contient deux cellules, cellule 1, cellule 2, qui sont toutes les deux balisées avec un TD. Il n'y a pas de différence apparente entre les deux cellules en question. Ce que je vais essayer de faire dans cette petite application, c'est la rendre capable de réagir au clic tant sur la première cellule, pas sur la deuxième, que sur la table, que sur le document lui-même. Donc je vais programmer, je vais écrire un petit programme qui va prévoir trois fonctions qui réagiront lorsqu'un clic est intercepté, est entendu dans la page, et qui réagiront relativement à trois éléments de notre page, le document, la table et la première cellule. Alors ce script n'est pas compliqué à écrire. Tout d'abord, naturellement, il faut que j'obtienne une référence sur les éléments vis-à-vis desquels je veux attacher un écouteur d'événements, donc une fonction qui doit réagir lorsque l'événement est entendu. Donc ici, c'est ce que je fais, je récupère dans table element une référence à ma table, et je récupère dans td element une référence à ma première cellule. Ensuite, j'attache avec la fonction add event listener, j'attache un écouteur d'événements à chacun de ces éléments, donc à table element, à td element, et j'en profite aussi, j'ajoute un écouteur d'événements à document. Pour écouter quel événement? Eh bien, l'événement clic dans les trois cas qui m'intéressent. Dans les trois cas qui m'intéressent, lorsque le clic est entendu à hauteur d'un de ces éléments, eh bien, une fonction va être déclenchée
à l'intérieur de laquelle sera transmis par JavaScript une référence à l'événement qui vient de se produire, qui est donc un événement click. Et moi, la seule chose que je vais faire à l'intérieur de cette fonction pour commencer, c'est demander de m'afficher quelle est la cible de l'événement, et puis quelle est la valeur de ce fameux mot-clé que vous avez déjà rencontré souvent, le mot-clé 10, qui, comme vous le savez, contient normalement une référence à l'objet qui est propriétaire de la fonction qui est en train de s'exécuter. Cette instruction est présente dans les trois fonctions, c'est très exactement la même instruction, et ce qui va nous intéresser, c'est donc de voir comment les valeurs de ces deux variables, ev.target et 10, sont influencées par l'endroit où j'ai cliqué et par l'objet auquel elles sont attachées. Essayons donc de voir ce qui se passe. On va déjà prendre un premier cas un peu limite, un cas un peu, pas un cas extrême, mais un cas qui n'est pas prévu. Je vais cliquer sur la deuxième cellule. Je vous rappelle que sur la deuxième cellule, je n'ai pas prévu d'écouteur d'événements. Donc vous voyez que ma première cellule est référencée ici. Il y a un écouteur d'événements qui lui est attaché, mais il n'y a rien de prévu pour la deuxième cellule. Donc voyons voir ce que ça donne. Je vais cliquer sur la deuxième cellule, et je vois ici apparaître dans ma console, puisque j'ai demandé de faire un console log, je vois ici apparaître deux résultats. Alors là déjà, on pourrait être interpellé par cet affichage et se dire, mais pourquoi est-ce que j'ai deux résultats? Déjà, pourquoi est-ce que j'en ai ne fût-ce qu'un? Puisqu'il n'y a pas d'écouteur d'événements qui est attaché à cette cellule sur laquelle je viens de cliquer. Effectivement, ça peut paraître interpellant, mais il faut bien comprendre que lorsqu'un événement intervient à l'intérieur d'une page, JavaScript, lui, il intercepte le clic au niveau de la page. Donc quelque part, ici, vous savez, vous avez l'intention de cliquer sur la cellule 2, mais JavaScript, lui, va être obligé il saisit simplement l'information que vous avez cliqué dans la page, et cet événement qu'il a intercepté, eh bien, il va le faire descendre vers l'élément dans la hiérarchie du DOM, s'entend, il va le faire descendre dans la hiérarchie du DOM, donc depuis la racine, en passant par table, en passant par tbody, en passant par tr, et puis en arrivant ici sur cet élément, il va faire descendre cet événement au niveau de la cible réelle, c'est-à-dire au niveau de l'élément sur lequel vous avez cliqué, en l'occurrence cellule 2. Et donc, cette cible qui n'a pas d'écouteur d'événements ne va pas déclencher l'exécution de quelque fonction que ce soit. Mais ce que vous devez savoir aussi, c'est que après avoir fait descendre l'événement au sein de l'arborescence du DOM, après avoir atteint la cible de l'événement, il va faire remonter l'événement vers la racine du document. Donc l'événement se propage du haut vers le bas et du bas vers le haut. Quand l'événement se propage depuis le haut vers le bas, on appelle ça la phase de capture. Quand l'événement se propage du bas vers le haut, on appelle ça la phase de bubbling, un peu comme des bulles qui remontent à la surface. Et donc, ce qui vient de se passer ici, c'est que lorsque j'ai cliqué sur cellule 2, JavaScript a entendu qu'il y avait eu un clic. Il a fait descendre l'événement vers la cellule 2, et il s'est rendu compte que la cellule 2 était bien la cible de cet événement. C'est la raison pour laquelle ici, vous voyez que la target de l'événement, accessible à l'aide de la propriété e.target, ici, ou événement.target, le e, ça dépend du nom de la variable que vous avez transmise à la fonction. Donc la propriété target de l'événement, c'est bien un élément de type TD, et plus précisément la deuxième cellule, vis-à-vis de laquelle il n'y a effectivement actuellement pas d'écouteur d'événements programmé. Mais c'est pas grave, JavaScript identifie quand même que c'est la cible, et donc si vous souhaitez éventuellement faire une modification sur cette cible, eh bien ce serait possible. Si vous voulez changer par exemple sa couleur de fond, ce serait tout à fait possible.
Mais il faut faire attention lorsque vous allez le faire, parce que si vous le faites, vous allez le faire dans une fonction qui n'est pas attachée à cet événement, puisqu'il n'y a pas de à cet élément, pardon, puisqu'il n'y a pas de fonction attachée à cet élément. En fait, vous pourriez le faire dans une autre fonction, et ce serait dangereux parce que vous ne contrôlez pas alors tout à fait bien, je veux dire, c'est un effet assez imprévisible. Euh, Vous pourriez le faire, mais vous devez le faire alors dans un élément qui va intercepter l'événement au moment où cet événement va remonter vers la surface. Autrement dit, vous avez cliqué sur cellule 2 est bien la cible, et l'événement va alors commencer à remonter. Il va remonter vers TR, il va remonter vers TBody, et puis il va remonter vers Table. Et là, dans Table, vous avez prévu un écouteur d'événements. L'événement clic est entendu, et du coup, cette fonction se déclenche. Cette fonction se déclenche, elle vous informe de la cible de l'événement. Autrement dit, JavaScript vous dit à travers la propriété target, tiens, l'événement qui vient de se déclencher, il s'est déclenché au niveau d'un TD. C'est pourquoi vous voyez ici apparaître TD. Et puis, à l'intérieur de cette fonction, je demande que JavaScript me renseigne quelle est la fonction, ou quel est en tout cas l'objet qui possède la fonction qui est en train d'être exécutée. Et ça, j'y ai accès grâce au mot-clé 10. Et donc JavaScript me dit, attention, la fonction qui est en train d'être exécutée, c'est la fonction qui est attachée à la table. Et puis l'événement continue de remonter, il remonte vers le document, et c'est pour ça que vous avez une deuxième fonction qui se déclenche. C'est en fait la fonction qui est attachée ici à l'élément document, enfin à l'objet document. Et dans cette fonction, vous retrouvez l'information concernant la cible. JavaScript vous dit hey, attention, c'est une cellule que tu viens de cliquer. Mais en fait, tu es dans la fonction qui appartient à l'objet document. Donc il faut bien retenir que notre événement, se propage comme ceci du haut vers la cible, et puis de la cible vers le haut. Et tous les événements qui sont capables d'entendre cet événement, tous les éléments qui sont capables d'entendre l'événement qui vient de se produire, eh bien, vont y réagir si vous avez prévu un écouteur d'événements pour ces éléments. C'est ce qu'on voit ici. Donc maintenant, si je clique sur cellule 1, eh bien, nous aurons ces deux fonctions qui vont s'exécuter, plus la fonction qui est attachée à la cellule 1. Je vais effacer ma console. Je vais maintenant cliquer sur cellule 1, et je vois bien trois résultats. Je vois que le premier, eh bien, c'est le TD sur lequel je viens de cliquer. On voit ici qu'il y a eu un premier affichage. Alors, bien sûr, vous voyez que c'est TD, vous ne savez pas si c'est le premier ou le deuxième, mais nous avons cliqué sur le premier, donc faites-moi confiance, c'est bien le premier. Donc vous avez la cible qui est TD et 10 qui est TD, parce que la fonction qui s'exécute est une fonction qui est attachée à l'élément TD. Et puis l'événement remonte vers table. Là, de nouveau, une fonction s'exécute. Nous savons que la cible c'est TD et que le propriétaire de la fonction c'est la table. Et puis nous remontons vers le document. Et là, nous savons que la cible c'est TD et que le propriétaire de la fonction c'est document. Alors ce mot-clé 10, c'est un mot qui peut être dangereux à utiliser. Et ce n'est peut-être pas le meilleur mot à utiliser en vérité. Il faut savoir que lorsque vous écrivez du JavaScript moderne, vous avez la possibilité d'utiliser ce qu'on appelle des arrow functions. Les arrow functions, ce sont des versions raccourcies d'un point de vue syntaxique des fonctions que vous déclarez à l'aide du mot-clé function. C'est un moyen très intéressant de raccourcir votre code, de le rendre un peu plus expressif, surtout quand vous n'avez que très peu de lignes de code à exécuter de façon ponctuelle lorsque quelque chose de particulier se produit, comme par exemple un événement, ou bien lorsque vous parcourez un tableau et que vous souhaitez appliquer un traitement à tous les éléments du tableau, par exemple. Donc les arrow functions, c'est une simplification syntaxique intéressante, mais qui n'est pas que syntaxique, elle a des implications aussi au niveau particulièrement de l'évaluation du mot-clé 10.
et je vais vous montrer la différence entre les arrow functions et les fonctions déclarées normalement. Donc, je vais transformer cette fonction de callback, on appelle ça une fonction de callback, cette fonction anonyme, en une arrow function. Donc l'objet ici n'est pas de vous expliquer les arrow functions. Je vous renvoie à vos cours ou à javascript.info pour avoir plus d'informations sur les arrow functions. Donc on va même l'écrire en une seule ligne, ce sera encore plus lisible. Alors, ceci c'est pas bon, c'est bien celui-ci. Donc je vais copier cette ligne-là 2 fois, et je vais changer les éléments devant. Voilà. Je vais supprimer ces deux lignes-là. Et maintenant nous allons voir ce qui se passe lorsque nous utilisons une arrow function plutôt qu'une fonction déclarée avec la manière habituelle, ou en tout cas ancienne, de le faire. Je vais actualiser ma page, ma console est vide, je retente d'utiliser mon script de la même manière que tout à l'heure, à savoir je vais cliquer sur la cellule 2. Et là je vois de nouveau apparaître deux rendus, donc c'est conforme à ce que nous avons tout à l'heure. Il y a bien deux écouteurs d'événements qui sont capables de répondre au moment où l'on remonte vers la surface. Le TD de la cellule 2 n'a pas d'écouteur d'événements, donc il ne réagit pas, mais la table a un écouteur d'événements, c'est le premier résultat, et le document a un écouteur d'événements, c'est le deuxième résultat. La target reste la même, c'est toujours TD, parce que je viens de cliquer sur une cellule, la cellule 2. Par contre, 10 ne vaut plus l'élément auquel nous avons attaché la fonction via addEventListener. Au contraire, 10 vaut window. Alors ça, c'est interpellant, évidemment. En fait, il faut savoir que lorsque vous utilisez une fonction déclarée à l'aide de function, JavaScript va automatiquement établir une liaison entre l'élément qui possède la fonction, à savoir TableElement ou TDElement ou Document, et le mot-clé 10. Donc JavaScript réalise ce qu'on appelle un binding. To bind en anglais, ça veut dire lier. Donc il fait une liaison automatique entre le mot-clé 10 à l'intérieur de la fonction et l'objet auquel cette fonction est attachée via la fonction addEventListener. Lorsque vous utilisez une arrow function, JavaScript ne fait pas cette liaison. Et donc, le mot-clé 10, du coup, se retrouve un peu orphelin de son propriétaire, on va dire ça comme ça, et va tenter, et va être résolu en fait sur l'élément qui se trouve vraisemblablement ici autour, à savoir le seul objet qui se trouve autour de l'ensemble de notre script et qui donc possède notre script de manière générale, eh bien c'est l'objet window. Et donc ici, ce que nous voyons, c'est ce résultat-là. Vous voyez que le mot-clé 10 devient window et non plus l'objet qui possède la fonction. Alors vous allez me dire c'est embêtant parce que si vous voulez écrire quelque chose du genre 10.style.backgroundcolor égale gray, parce qu'au moment où vous cliquez sur un élément, vous voulez changer sa couleur, eh bien ça ne marchera pas puisque vous allez avec 10 cibler window plutôt que l'élément auquel l'écouteur d'événement est attaché. Est-ce que c'est inéluctable? Est-ce qu'il y a un moyen de contourner? Eh bien oui, évidemment, parce que les objets de type événement contiennent une autre propriété que la propriété, enfin d'autres propriétés que la propriété target. D'ailleurs, je pourrais peut-être vous le montrer. Je vais enlever ceci et je vais demander qu'il m'affiche l'événement en entier. Donc, changeons, je vais cliquer là, voilà, c'est ici que ça se passe. L'événement c'est un mouse event, donc c'est
C'est un type d'objet qui est un sous-objet de event, donc il a toutes les propriétés de event plus certaines particulières. On voit que on peut par exemple savoir si la touche Alt a été enfoncée au moment où j'ai cliqué, donc s'il y a une combinaison de la touche Alt avec le clic. Je peux avoir des informations sur les coordonnées auxquelles le clic s'est produit. Et je vois ici Current Target. Je vois aussi Target. Voilà, ici. Target qui est un TD. TD qui est lui-même un objet avec différentes propriétés. Alors, Current Target, en l'occurrence, vaut nul. Essayons de comprendre pourquoi. J'ai demandé ici d'afficher l'événement à l'intérieur d'une fonction qui est attachée au table element. Ok. On va demander d'afficher current target. Je ne sais plus où j'avais cliqué en fait. Donc je pense que j'ai cliqué à peu près n'importe où. Donc c'est pas grave, je vais le faire sérieusement cette fois-ci. D'ailleurs, je vais revenir à la situation de tout à l'heure. Je voulais juste vous montrer l'événement pour vous montrer qu'il existait la propriété current target. Donc je vais demander ici d'afficher non plus 10, mais current target. Alors c'est EV, décidément. Voilà. Okay. On recommence. Donc je vais cliquer sur cellule 2. Il n'y a pas d'écouteur d'événement sur cellule 2, donc pas de problème. Il n'y a pas de fonction associée à ça qui va se déclencher. Donc au moment où on va remonter, on va d'abord rencontrer table qui a un écouteur d'événement qui est capable de réagir à un clic. Donc voilà le premier résultat. Lorsque la fonction attachée à table se déclenche, je vois que la target c'est toujours TD, donc là pas de surprise. Mais là, regardez, nous avons ev.currentTarget qui vaut table. Donc autrement dit, quelque chose qui ressemble, qui est même tout à fait identique à ce que nous avions avant avec 10. Donc JavaScript ne fait pas de liaison vers le mot-clé 10, mais vous avez quand même accès à la référence de l'objet qui possède la fonction, qui possède l'écouteur d'événements, pour pouvoir éventuellement agir dessus si vous le souhaitez. Donc vous avez ces deux informations, la cible de l'événement, c'est-à-dire là où on vient de cliquer, et la current target, c'est-à-dire l'objet qui possède la fonction en question. Donc vous avez un moyen de contourner ce comportement qui n'est pas une erreur, qui n'est pas un bug, qui n'est pas non plus quelque chose de négatif. Et ceci m'amène d'ailleurs à dire que lorsque vous gérez des événements, vous devriez de façon systématique utiliser current target plutôt qu'utiliser 10, ce qui vous posera vraisemblablement sur un long terme et dans un code plus conséquent que celui-ci, moins de problèmes et vous confrontera à des situations moins imprévisibles. Au moins avec current target, vous êtes certain que vous êtes en train de cibler l'objet qui possède la fonction. Alors il me reste une chose à vous montrer et c'est la manière avec laquelle vous pouvez contrôler le moment auquel vous déclenchez une fonction qui est attachée à un des objets. Nous avons vu qu'il existait deux phases, il y a en fait trois phases, mais on va dire deux. Vous savez donc que lorsqu'un événement se déclenche, il est propagé tout d'abord depuis l'élément de plus haut niveau et il descend progressivement l'arborescence vers l'élément qui a été effectivement à l'origine de la production de l'événement. Donc je commence par le haut, body, table, tbody, tr, et puis j'arrive sur le td qui a déclenché l'événement. Donc c'est la phase de capture, et puis je remonte. Et nous avons vu que manifestement la phase de capture, on ne s'en sert pas parce que l'ordre dans lequel on peut observer que les console logs s'opèrent, donc que les fonctions sont déclenchées, est un ordre qui correspond à la phase de bubbling. On commence par l'élément le plus profond et on remonte vers l'élément le plus extérieur.
Est-ce qu'il est possible de demander à JavaScript d'intercepter les événements et de réagir aux événements lors de la phase de capture? Bien sûr, si je pose la question, c'est que la réponse est oui. Comment fait-on? Eh bien, c'est assez simple. Il suffit de demander à JavaScript de le faire en passant un troisième argument à addEventListener. Alors, pour que vous voyez bien les arguments, je vais faire des retours à la ligne. Donc voilà, le premier argument, c'est le nom de l'événement. Le deuxième argument, c'est la fonction que vous souhaitez appeler. Et le troisième argument, c'est un booléen qui lui demande s'il faut utiliser la capture ou pas. Un booléen donc true ou false. Par défaut, sa valeur est false. Historiquement, on avait l'habitude, malgré le fait que la valeur par défaut était false, d'ajouter cette valeur explicitement parce qu'il y avait des comportements différents selon certains navigateurs. Ne regardez pas du côté de Microsoft, c'est effectivement de ce côté-là qu'il y avait un problème avec Internet Explorer. Aujourd'hui, ces problèmes sont résolus, ces problèmes de compatibilité. Ça ne veut pas dire que vous ne risquez pas de tomber dessus, parce que bien sûr, tous les utilisateurs n'ont pas mis à jour leur matériel, leur système d'exploitation et donc leur navigateur. Donc ça pourrait arriver que dans certains cas, vous vous retrouviez confronté à des navigateurs qui euh, ne fonctionnent pas conformément à ce qui est prévu par les spécifications. Mais ça, c'est une constante du web et il faut décider à un moment de pousser les choses vers l'avant. Quand un système d'exploitation n'est plus supporté par son fabricant, et je pense aux versions plus anciennes de Windows, comme Windows XP, voire je pense même Windows 7, eh bien vous n'avez pas forcément, vous non plus, l'obligation d'assurer un support pour ces logiciels non supportés. Quelque part, ça retombe alors sur la responsabilité de l'utilisateur. Maintenant, si vous vous sentez l'âme généreuse et que vous avez le souhait qui est tout à fait louable et auquel j'adhère d'assurer une compatibilité maximale, eh bien, ça ne demande pas non plus des efforts colossaux que d'ajouter cette valeur par défaut. Donc, vous pouvez la mettre, vous pouvez ne pas la mettre, ça va continuer d'être le même comportement dans la majorité des navigateurs, dans la très grande majorité des navigateurs. Mais si maintenant vous voulez changer le comportement par défaut qui est de réagir aux événements lors de la phase de bubbling et que vous souhaitez qu'un événement soit intercepté lors de la phase de capture, eh bien vous pouvez mettre true. Qu'est-ce que ça change? Actualiser ma page. Eh bien ça change ceci. Regardez, je vais cliquer sur cellule 1. Donc vous vous souvenez, lorsque je cliquais sur cellule 1, la première fonction à se déclencher était celle qui était attachée à la cellule 1, puis la fonction qui était attachée à la table, puis la fonction qui était attachée au document. Là maintenant, je viens de demander que la fonction qui est attachée au document soit utilisée lors de la phase de capture. Et nous constatons effectivement que la première fonction à être déclenchée est la fonction qui est attachée au document. Ensuite, les choses reprennent leur ordre normal, à savoir que nous arrivons sur la cible, td, donc la fonction attachée à la cible se déclenche, et puis nous retournons dans la phase de bubbling vers le haut, et c'est la fonction qui est attachée à la table qui est exécutée. Voilà donc ce récapitulatif, ou cette explication nouvelle peut-être pour certains. Peut-être une dernière chose, vous voyez qu'ici les trois fonctions ont finalement le même comportement. Eh bien, vous pouvez naturellement décider du coup de créer une fonction nommée. Je vais l'appeler React to Click. Ce n'est pas un très bon nom. Mais si vous êtes dans cette situation d'avoir du code qui est identique dans différentes situations, votre réflexe alors, c'est de l'externaliser, c'est de le refactoriser, de l'extraire dans une fonction et de l'utiliser. Donc cette fonction ReactToClick va recevoir une référence à un événement. À l'intérieur de la fonction, je vais exécuter le code que voici.
console log target, alors c'est plus, donc je vais remettre EV pour rester cohérent avec ce que j'ai fait tout à l'heure. Voilà, et ici donc du coup vous pouvez utiliser React to Click à chaque fois. Voici une adaptation donc. Alors ces fonctions, ce sont des fonctions déclarées avec function. Donc à l'intérieur, nous pourrions utiliser 10. Comme je l'ai dit, on peut plutôt utiliser current target. Et vous voyez que ça continue de fonctionner de la même manière. Donc j'ai retiré le trou, donc du coup on est strictement en phase en bubbling au niveau de la gestion des événements. Donc vous voyez ici donc que ça continue de fonctionner avec une fonction nommée. On a le même comportement dans les trois événements, donc la réaction à l'événement est la même, quel que soit l'élément qui est ciblé, mais à l'intérieur de chacun, j'obtiens une référence différente. Donc, qu'est-ce que ça pourrait nous amener à faire? Eh bien, on pourrait par exemple dire que ev.target.textContent égale je suis une cellule. Voyons voir. Voilà, vous voyez le comportement. Alors ça s'est exécuté 3 fois, c'est bien entendu 2 fois de trop, mais vous voyez donc que le comportement a fonctionné. On va essayer sur la cellule 2, voilà, ça a marché aussi. Ça s'est exécuté 2 fois, mais ça a marché aussi. Bien qu'il n'y ait pas, je l'ai déjà dit, d'écouteur d'événements associé à cette cellule-là, mais comme dans la fonction qui est attachée à la table, on demande de changer le text content de la target qui n'est autre que le TV sur lequel on vient de cliquer, eh bien ça change également. Et pareil pour le document, donc ça change à nouveau. Donc ça a changé 2 fois, mais bien entendu vous ne voyez le résultat à l'écran qu'une seule fois. Voilà. Et on pourrait dire que ev.currentTarget, zut, je vais y arriver, hein. ev.currentTarget.style, alors on verra pas d'effet sur le document je pense, mais on va voir. Background color, on va mettre, je sais pas, du gray par exemple. Essayons voir, j'actualise. Alors regardez, la cellule a été colorée, elle était current target, c'était TD, donc aucun problème, il a coloré, et la table également a été colorée en gris. Par contre, sur HTML document, il n'y a pas background color, donc là il met une erreur, donc l'élément n'a pas été modifié. Ça c'est normal. Donc voilà cette explication de ce comportement dans la gestion des événements qui, je l'espère, vous aidera à mieux comprendre ce qui se passe dans vos fonctions et à mieux cibler les éléments sur lesquels vous souhaitez agir lorsqu'un événement se produit. Ah, encore peut-être une dernière chose, ici nous utilisons le clic. Le clic bubble, donc le clic remonte. La plupart des événements JavaScript bubble, mais pas tous. Je pense que des événements attachés à des champs de formulaire tels que focus ne bubble pas si je ne me trompe. Donc là, bien entendu, vous devez regarder les documentations pour avoir des informations plus précises sur le sujet. Mais la plupart des événements remontent vers la surface. Donc vous pouvez prendre en considération cette logique de propagation des événements à l'intérieur de votre arborescence dans à peu près tous les cas. Voilà.